Allez, c'est parti. Bon, écoute, ça fait une demi-heure que je suis devant la caméra et vous allez pas me croire, mais j'ai le trac un petit peu. J'ai le trac parce que j'ai préparé des éléments, toute une belle vidéo pour vous raconter plein de trucs et surtout vous apprendre plein de trucs, vous enseigner plein de trucs. Au niveau de voile, on parle de voile, ce sont des récits de mer. Là, on est dans la série, dans la playlist récits de mer. Donc, c'est parti. Donc la question à laquelle on va essayer de trouver une réponse aujourd'hui, c'est de quoi dépend la hauteur des vagues. Voilà, quand on navigue, et pendant ce récit, pendant cette histoire, vous allez voir que vous allez apprendre des tas de choses. Donc ne bougez pas, restez là. Donc la théorie, il y a une théorie qui est très simple, c'est que pour prévoir ou décrire la hauteur des vagues, il y a trois critères. Il y a le vent, évidemment, parce que c'est lui qui va faire monter les vagues. Il y a la durée pendant laquelle le vent a soufflé. Il y a le fetch. Le fetch, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la distance entre quand le vent vient de la côte, c'est la distance entre la côte et l'endroit où vous êtes. Je vais prendre deux exemples, par exemple, la baie de Quiberon. Bon, quand le vent vient de l'ouest et qu'il passe au-dessus de l'isthme de la presqu'île de Quiberon, le vent vient de l'ouest, juste derrière, là, devant la plage, il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague du tout, parce que le vent vient de derrière. Donc, plus on s'éloigne de la côte, plus il y a des petites vaguelettes. À 100 mètres, il y a déjà des belles petites vaguelettes. À 200 mètres, 300 mètres, 1 kilomètre, de l'autre côté, bon, il y a des petites vagues qui peuvent faire 50, 60 cm de haut. C'est le fetch, c'est la distance. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui se passe par exemple dans le Southern Ocean, c'est dans l'océan du Sud, par exemple au sud du Cap Horn, parce que là, au sud du Cap Horn, au sud de l'Afrique, au sud de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de territoire en dessous de ça. Donc les vents d'ouest, ils ont un fetch infini en fait, parce que les vents d'ouest tournent autour de la Terre, et donc il peut y avoir oui, il n'y a pas de fetch en fait, parce qu'il n'y a pas de côte pour ralentir la vitesse du vent et donc la hauteur des vagues. Donc ça a le temps de se construire pendant le temps et avec la force du vent. Et puis il y a un dernier, il y a deux derniers critères aussi, c'est la profondeur de l'eau. Si l'eau n'est pas très profonde, voilà, vous arrivez il y a 1000 mètres de fond et puis vous arrivez sur un plateau où il y a 50 mètres, les vagues vont avoir peut-être tendance à monter. S'il y a une grosse houle, elle va être un petit peu plus grosse. Et surtout, il y a le courant. Si vous avez le courant contre vous, c'est un peu comme quand vous caressez un chien à rebrousse-poil, les poils se redressent. C'est pareil, si les vagues arrivent dans ce sens-là et que le courant va dans l'autre sens, les vagues se redressent. Et on peut avoir des vagues très très hautes, beaucoup plus hautes que la normale. Si le vent vient dans le même sens que le courant, il a tendance à aplatir les vagues. Donc voilà, tout ça, ça nous donne une théorie de base que j'ai appelée la VDPC, le vent, la durée, la distance et la profondeur et le courant, si on veut. Et donc cette manière d'analyser, là, vous pouvez la jeter. Elle est complètement fausse. C'est pas comme ça qu'on détermine la hauteur des vagues ou qu'on la décrit. Non, il y a une autre méthode. Il y a ma théorie, moi, qui a 6 éléments, et c'est avec cette théorie-là que je vais vous raconter le récit que je vais vous raconter aujourd'hui. Bref, c'est un peu compliqué. Et en bonus, à la fin de la vidéo, vous aurez acquis un savoir-faire particulier de marin qui vous permettra de développer le même savoir-faire quand vous serez à terre. Quand vous serez à terre. Donc, restez là. Alors, le récit, vous savez, quand on navigue un peu, les gens qui ne naviguent pas, ils vous posent toujours la même question. Ils vous demandent, alors, c'est quoi votre plus grosse tempête? Qu'est-ce que vous avez connu? C'est quoi là où vous avez vraiment eu peur? C'est quoi la plus grosse tempête? Ils disent ça, les gens. Bon. Et ben moi, je leur réponds, c'était au tout début, enfin dans les premières années où j'ai commencé à naviguer, avec mon deuxième bateau, un bateau de 13 mètres, quille relevable, et ben c'était tout simplement au départ de Marseille, dans le golfe du Lion. C'est là que j'ai eu le plus la trouille, et c'est là que j'ai eu le plus fort vent, et c'est là que c'était quelque chose de plus dangereux. C'était peut-être pas une tempête, mais bon, dans mon esprit un petit peu de, pas novice, mais un peu débutant quand même, c'était gros, quoi. Alors, c'était une traversée qui partait des îles du Frioul, à côté de Marseille, pour aller sur la Costa Brava, Barcelone, San Feliu de Guíxols, par là. Et donc, finalement, on a atterri à San Feliu de Guíxols 24 heures après le départ. Comment ça s'est passé, cette traversée?
On est parti un matin des îles du Frioul. Et là, je me souviens pas très bien comment ça a commencé, mais c'était de la petite brise, on devait être au très bon plein, on avançait pas mal, bâbord à mur, et il y avait des petites vagues peut-être d'1 mètre, quoi. Donc le bateau au très bon plein, dans des vagues d'1 mètre, il avance bien, donc un bateau de 13 mètres, tout dessus, génois, grand voile, on marchait, je sais pas, peut-être à 6-7 nœuds, sans problème, 5-6 nœuds, au moins. Et puis la nuit, évidemment, est arrivée. Et c'est là que ça a commencé. Au lieu d'être au près bon plein, c'est-à-dire un petit peu plus loin du vent qu'au près serré, pour continuer à garder le cap sur San Feliu où je voulais aller, j'ai été obligé de me mettre au près serré. Et là, pendant la nuit, le vent a forci terriblement et on s'est retrouvé avec le pont dans l'eau, à taper dans des vagues, mais alors des vagues très grosses, bien formées. Je vais dire comme ça, de mémoire, la hauteur des vagues, je vais vous dire 3 mètres, mais très courte, avec une période peut-être de 6 secondes, 5-6 secondes, 7 secondes maximum. Donc le bateau frappe dans les vagues, le bateau monte, et un petit peu comme le récit que je vous ai raconté la semaine dernière, que vous pourrez regarder en cliquant ici, je vous décris la mer avec des vagues raides, pointues, ce qui fait que quand on décolle sur une vague, quand on est au près et qu'on se bat contre les vagues, bam, on retombe, ça ébranle le bateau, c'est une horreur. Et donc, comme on était au près et qu'on allait vite et que le vent était fort et que les vagues étaient fortes et que ça déferlait, quasiment toutes les 2-3 vagues, plaf, il y avait un énorme paquet d'embruns qui nous tombait sur la gueule et qui balayait complètement le pont, le rouf. Et moi, j'étais dehors, à barrer, parce qu'à l'époque, moi, j'avais pas ni pilote électrique, ni régulateur d'allure, donc obligé de barrer là-dedans. Et donc, tout en barrant, j'ai passé toute la nuit caché derrière la cloison arrière du rouf, et je voyais les paquets de mer qui passaient au-dessus de moi comme ça. Évidemment, j'en prenais sur la tête, mais ça passait comme des balles quand un soldat est dans les tranchées, tu vois. Là, là, là. Et c'est cette nuit-là que je me suis dit, à un moment donné, paf, un genre d'illumination terrible, je me suis dit, bah tiens, c'est comme ça doit être comme ça la guerre. Les mecs dans les tranchées en 14, ils devaient être comme ça, terrorisés, tremblants, planqués dans le mur de la tranchée, à regarder les balles et les obus passer au-dessus d'eux. Oh. La nuit s'est passée comme ça, au près. Au matin, la mer avait été très formée et le vent est tourné un peu au sud. Donc, on s'est retrouvé au grand largue, et puis quasiment au vent arrière, mais je pense qu'on était au grand largue. J'avais pris 2 riz par précaution, évidemment, mais je n'avais qu'un génois, donc j'avais gardé le grand génois. Et donc, même au vent portant, ça bombardait, quoi. Donc, je vous raconte vite fait l'arrivée à San Feliu. Là, je regardais les vagues derrière, c'était bien 3 mètres, facile, beaucoup plus longue. Et donc, ça nous poussait comme ça dans les descentes, on avançait et on remontait, la vague passait en dessous, on avait l'impression de remonter et on redescendait comme ça, enfin vraiment on peut dire que c'est bien, on a un genre de plaisir un peu, comment dire, effrayant, mais bon, on le fait. Et alors l'arrivée au port de San Feliu, qui était complètement vide, il n'y avait pas de ponton à l'époque, il y a une jetée sur la droite quand on rentre, et donc on est arrivé, une grosse vague nous a poussés, j'ai dit oh putain, comment on va faire pour rentrer là-dedans sans moteur. Je vous signale, à l'époque je n'avais pas de moteur sur mon bateau de 13 mètres, on faisait toutes les manœuvres à la voile. Donc on est rentré sans moteur sur une grosse houle comme ça. Je voyais le feu du phare, le phare juste là au bout de la jetée
qui reculait parce qu'on avançait. On a repris une énorme grosse vague qui nous a propulsés à l'intérieur du port. J'ai tiré la barre à mort, on est rentré dans le port à droite, un petit peu à l'abri de la jetée. J'ai affalé la grand voile, j'avais déjà affalé le génois dehors. J'ai affalé la grand voile. Avec l'élan du bateau, on est allé jusqu'au quai. J'ai pris une amarre, j'ai sauté sur le quai, j'ai amarré le bateau à une bite d'amarrage et ensuite on a amarré tant bien que mal, rapidement. Il y a un petit coup de vent, excusez-moi. J'ai retenu mon bouquin que je regarde pour rien oublier. Et donc voilà, on s'est amarré. Et alors bon, le petit épilogue, c'est que dans le port, il y avait la houle. Il y avait la houle qui montait, donc amarré au quai avec les défenses, c'était pas tenable. Parce que le bateau monte, recule, revient avec la vague d'après, blam, tape dans le quai. Le quai, je sais pas, il faisait 1,50 m de plus haut que le pont du bateau. Donc il a fallu envoyer une ancre à l'extérieur, enfin on était à quai, à couple du quai, donc il a fallu envoyer une ancre à l'extérieur pour écarter le bateau, pour pas que ça tape, donc laisser un espace, etc. Enfin, il faisait froid, il faisait très froid. Je me souviens, les flaques d'eau étaient gelées en arrivant à San Feliu. Donc voilà, là je vous ai dit les hauteurs de vagues dont je me souviens. Et donc ma théorie, c'est que la hauteur des vagues, elle ne dépend pas du vent, elle ne dépend pas du fetch ou de la profondeur de l'eau ou du courant. Elle dépend de 6 éléments qui sont, écoutez bien, le rapport entre la fatigue et le repos, le rapport entre est-ce que vous êtes expérimenté ou novice, et le rapport entre est-ce que vous êtes de nature calme ou de nature anxieuse. Et donc c'est ça qui va décider de la hauteur des vagues. Plus vous êtes fatigué, inexpérimenté et anxieux, plus les vagues sont hautes. Et plus vous êtes reposé, expérimenté et calme, moins il y a de vagues quand vous racontez. Donc la vraie méthode pour déterminer la hauteur des vagues, c'est la méthode fatigué, expérimenté, calme, reposé, novice, nerveux, que j'ai nommée la méthode Fecrn. F-E-C-R-N-N. Donc avec la méthode Fecrn, vous êtes sûr d'avoir la vraie hauteur des vagues. Et donc oubliez tout le reste. Bref, en bonus, qu'est-ce que j'ai à vous dire en bonus? Écoutez bien. Quand vous avez des équipiers, que ce soit de la famille, des invités, peu importe, vous allez constater quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement utile, c'est que vous allez intimement faire connaissance avec la personne par ses réactions à la pression, au danger, à l'ennui. Parce que quand il y a trop de vent, il y a de la pression, il y a du danger, donc vous allez voir les réactions des gens, comment ils vont s'adapter à la situation. S'il n'y a pas de vent et qu'on met le moteur, on s'emmerde, on attend. Et quand il y a vraiment un vrai danger, je sais pas, vous êtes au mouillage et l'ancre dérape, et puis il y a des rochers derrière, bah il faut réagir. Quand vous êtes pas loin des récifs, dans l'entrée d'un mouillage où il y a des rochers de chaque côté, ou bien quand il y a vraiment de la grosse mer et que la grosse mer est dangereuse au point de faire pivoter le bateau et le rouler, ou voilà, il peut se passer des tas de choses. Et il y a le danger ultime, c'est quand il y a beaucoup de cargos et que vous avez un cargo qui vient en route de collision avec vous, ou qu'il y a un pêcheur qui ne se détourne pas parce qu'il est en train de tirer ses chaluts et qu'il faut vous dérouter. Voilà, là, ça c'est du danger. Et là, si vous avez des équipiers, qui soient expérimentés ou novices, peu importe, vous allez voir la réaction des gens à la pression. Et ça, c'est un savoir-faire qui est vachement important. Si vous voulez connaître intimement quelqu'un, connaître vraiment comment cette personne-là réagit, vous l'emmenez en bateau et vous regardez comment ça marche. Parce qu'il y a tous les types, quoi. Au début, tout le monde est content. Au début, tout le monde est enjoué, tout le monde va bien, il fait beau, tout ça. Après, quand il fait nuit, quand le vent forcit un petit peu, quand la mer grossit un petit peu, eh ben, il y en a qui vont aller se coucher.
par exemple, parce que aller se coucher, bon, même si on est un petit peu vaseux, un petit peu malade, je vous parlerai du mal de mer plus en détail dans une autre vidéo. Abonnez-vous et puis mettez la petite cloche en position toute notification. Comme ça, dès qu'il y aura une vidéo, vous serez prévenu. Si elle vous plaît, vous la regardez. Si elle vous plaît pas, vous la regardez pas. Mais au moins, vous saurez qu'il y en a une qui est sortie. Normalement, tous les samedis à 19h, mais bon, vous me connaissez. Donc au début, tout le monde est content. Tout le monde va bien, tout le monde est heureux, on se marre et tout. Après, quand ça va mal, on arrête de parler. C'est le moment où on arrête de parler parce que tout le monde est un petit peu verdâtre. Et puis, voilà, on bouge pas trop, on n'a pas le temps trop de descendre en bas, on fait pipi vraiment vite fait. Et donc, on voit les réactions des gens. Voilà, si quelqu'un, au moment du danger et au moment où il faudrait être attentif, va se coucher, vous connaissez mieux la personne. Évidemment, je vais vous donner la définition de l'équipier idéal. L'équipier idéal, c'est celui ou celle qui reste enjoué, quoi qu'il arrive, mais en restant concentré et en faisant quelque chose, en restant actif. Soit en faisant quelque chose, un truc, il voit un truc, voilà, une écoute qui se balade, bah, il la love, il l'arrange, ou elle la love et l'arrange. Soit il dit, est-ce que tu penses que je peux lover l'écoute qui est là? Et il demande au capitaine. À ce moment-là, oui, oui, bah, bien sûr, vas-y, vas-y. Moi, j'aime autant les gens qui font sans demander parce qu'ils savent, et puis les gens qui demandent, c'est très bien, c'est très bien. Au contraire, c'est parfait. Alors, il y a des gens qui disent, tiens, est-ce que ça vous dit, je fais une petite omelette, quelqu'un en veut? Voilà. Bon, bah, alors là, ça, ils peuvent revenir à bord autant qu'ils veulent, ceux-là, ou elles. Et donc, dernier détail, écoutez bien, ma réaction à moi dans le golfe du Lion, ça a été d'aller péniblement prendre 2 riz pour pas que le pont soit trop dans l'eau, juste le rail de Fargue. Et puis après, bah, je me suis planqué. Moi. Je suis un planqué. Voilà, au fond de moi, je suis un planqué. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Vous regardez le décor ici, je me planque. Je me planque, je sais ce qui se passe dehors, j'ai pas trop envie de savoir ce qui se passe dehors. J'essaye de changer à mon petit niveau, mais bah, c'est un peu mon conseil finalement, vous me connaissez, planquons-nous, cachons-nous dans les interstices et laissons les dinosaures s'occuper de la surface. Ok, voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je répète, abonnez-vous parce qu'il va y avoir une prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine, mais une prochaine vidéo sur le mal de mer, et il y a de quoi faire. Et puis voilà, je prends la télécommande, selon la coutume, et ciao, merci, à la prochaine fois. Ah, ça marche jamais du premier coup. Ciao, merci, à la prochaine fois.